Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis avec Yohanna Mikou, psychologue. Hello Yohanna. Bonjour. Alors dans cette vidéo on va parler un petit peu de ce que j'appellerais le syndrome de Stockholm de la personne qui a pris certains produits. Alors là, on peut tous imaginer lesquels ça peut être, mais ça peut être d'autres en fait, ça peut vraiment coller à n'importe quel cas de figure. Mais il y a un ami à moi qui est venu me dire, écoute, je sais que tu as raison, mais je peux pas me l'admettre. Et lui c'est bien, il a réussi à mettre des mots là-dessus, d'accord ? Mais il y en a plein qui ne peuvent pas parce qu'ils ont mis en danger l'intégrité physique de leur corps, et ça... Tu peux pas, psychologiquement, c'est un interdit. Tu peux pas te couper un doigt, tu peux pas te couper un bras, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il y en a certains qui en ont conscience, ça c'est très bien, mais c'est rare, je pense, d'autres pas. Et qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Tu penses qu'il existe ce phénomène ? Oh oui, bien sûr, il existe, mais comme tu le dis très bien, pour plein de types de situations. En fait, on a un biais, on appelle un biais cognitif en tant qu'être humain, c'est qu'on va toujours adopter des croyances. Enfin, on va toujours adopter des comportements qui vont confirmer nos croyances. Donc, si ma croyance était que c'était absolument indispensable de prendre, par exemple, un produit pour ma santé ou pour la santé de mes proches, pour les protéger, et que j'ai eu recours à ce produit, même si ensuite je vais avoir accès à des informations qui nuancent, voire qui démontent en fait ma croyance d'origine, ça va être extrêmement difficile d'admettre justement que je me suis trompée. En fait, ça demande une souplesse de pensée et une remise en question qui est très courageuse, qui demande beaucoup d'énergie psychique et qui est beaucoup plus coûteuse que uniquement être dans le déni en disant c'est n'importe quoi, ce que j'ai fait c'était le mieux. Donc finalement, se remettre en question, mais c'est comme les gens qui entament une thérapie, un travail sur eux, d'exploration, ça demande beaucoup de courage en fait. Et c'est difficile, mais selon moi, c'est vraiment aidant et salvateur. Tu penses qu'il y a des gens qui ont été abîmés psychologiquement par ce phénomène ? Si oui, t'en as connu ? Oui, bien sûr. Je pense que pour moi, ça me rend triste, ça me rend peinée pour eux de ne pas parvenir à faire cette forme de mise à jour de leurs croyances. C'est comme si leurs croyances, elles étaient encore ancrées dans des choses du passé. Et je ne remets pas en question les actes que ces personnes ont choisis à un moment donné, mais le fait qu'ils ne puissent plus faire la mise à jour et se remettre en question ou avancer dans le cheminement, ça, je trouve que c'est très triste. Et ça montre une forme comme une mémoire traumatique finalement qui s'est installée et qui n'arrive pas à leur permettre de retrouver leur capacité de nuance. Parmi les personnes chez qui tu as pu constater ça, elles en avaient conscience ou pas du tout ? Pas forcément. Ou en tout cas, ça peut être vraiment des consciences très brèves, mais le voile du déni, en fait, se remet vraiment vite en place. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans le syndrome de Stockholm, le syndrome au terme psychiatrique, est un syndrome très douloureux, très profond et qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience aux soignants et à l'entourage pour permettre à une personne qui en est victime d'en guérir en fait. Il faut passer et repasser par un système de croyances pour assouplir, pour apporter de la nuance petit à petit sans y aller de manière trop brusque pour pas réeffrayer la personne. Mais voilà, c'est important en tout cas d'être très patient. Alors qu'est-ce que le syndrome de Stockholm ? Alors, le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome psychiatrique qui se manifeste quand une personne, par exemple, qui a été victime de maltraitance, plutôt que de lutter contre son agresseur ou plutôt que d'essayer de s'extirper de la situation maltraitante, va finalement avoir un comportement qui va faire alliance avec son agresseur. C'est une réaction de protection psychique pour éviter d'accéder à l'insupportable. Parce qu'en tant qu'être humain, le plus insupportable qu'on puisse vivre, c'est de faire une expérience où un autre être humain nous veut du mal. Donc pour se préserver de ça, eh bien, le cerveau va faire alliance avec l'agresseur pour ne pas être confronté à cette chose insensée. Donc il y a des personnes parfois qui peuvent soutenir leur agresseur, qui peuvent le défendre, qui peuvent tomber des fois amoureux aussi de quelqu'un qui leur fait du mal. Donc c'est un véritable phénomène d'emprise psychique dans laquelle les gens sont pris. C'est intéressant parce que au-delà du cas qu'on cite, c'est-à-dire le problème d'avoir reçu un produit et puis finalement de se rendre compte que c'était pas une bonne chose et d'être enfermé dans ce syndrome-là,
Il y a également, mais toute la crise au sens général, où il y a des gens qui, au lieu d'envoyer leur colère vers ceux à qui ça devrait vraiment être destiné, l'ont envoyé vers, je sais pas moi, les non-vaccinés, les suspendus, etc. Tu vois, ça fonctionne aussi pour ça, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment important parce que on est dans une société où on part du principe que ceux qui sont censés nous préserver, nous protéger, donc le gouvernement est censé protéger ses concitoyens, ne peut pas vouloir des choses qui seraient délétères pour nous. Donc il y a pour beaucoup de gens comment dire, quelque chose qui est absolument inenvisageable que de considérer que le gouvernement a pu être dicté par des enjeux qui étaient bien d'autres enjeux que notre santé. Donc il y a vraiment comme ça des mécanismes de protection pour éviter l'impensable en fait. Et sur la colère qui n'a pas été dirigée vers les bonnes personnes ? Ben ça aussi, c'est un phénomène assez courant, c'est-à-dire que quand je ressens de la colère à juste titre, mais que je suis dans l'impuissance de la diriger vers la personne concernée, eh bien, il y a un peu deux autres options. Soit cette colère, je vais la retourner contre moi. Donc ça peut être, par exemple, je vais me culpabiliser, je vais me faire du mal, je vais continuer dans cette croyance ou dans cette conviction que j'ai, parce que je ne peux pas l'extérioriser vers la personne responsable. Ou alors, eh bien, je vais l'orienter vers d'autres personnes qui, malheureusement, n'y sont pour rien, mais en même temps qui sont... Les gentils. Les gentils ou les personnes parce que inoffensive. Voilà, et puis j'ai entendu que ces personnes-là étaient des coupables en puissance parce qu'ils étaient anti-ci, anti-ça. Donc en fait, ça va être beaucoup plus ça va être moins difficile de diriger ma colère vers ces personnes-là que d'aller vraiment la confronter avec la personne responsable. Exactement comme un parent, par exemple, qui rentrerait de son travail, qui a des gros problèmes avec son chef, mais qui ne peut pas les régler, qui n'est pas entendu. Malheureusement, il va des fois se reporter sur son conjoint ou sur ses enfants. Alors que c'est pas juste, mais ils sont là à ce moment-là. Ok, merci Yona. Avec plaisir.